Je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque nationale soyez la bienvenue. Hier on avait parlé avec M. Cheikh de l'homme et la femme artificielle, on va parler aujourd'hui du risque, du risque en médecine, l'exemple du risque cardiovasculaire avec M. Corvol. Et je vous souhaite une bonne conférence et j'invite M. Maïs à présenter le conférencier. Merci beaucoup. Donc, je commencerai par remercier quand même la Bibliothèque nationale et ses responsables de nous avoir accueillis dans cette belle bibliothèque, que ça a constitué pour moi une première occasion de la visiter, alors que je suis à côté à l'hôpital Charles-Nicolle depuis 30 ans, mais il faut dire que la bibliothèque n'a qu'une année et demie qui est ouverte. Donc, c'est déjà un acquis cet après-midi, je n'aurais pas perdu mon après-midi. Alors, deuxièmement, je remercie énormément, aucun problème, l'Institut français de coopération, et comme je l'ai dit ce matin, qui nous a permis de revoir mon ami Pierre Corvol. Pierre Corvol, qui nous a fait l'honneur de venir avec beaucoup de difficultés en 2000, lorsqu'on a organisé notre congrès national de néphrologie. Et il nous a fait, comme je l'ai dit ce matin, une conférence qui est restée dans les mémoires. Et cette fois-ci, donc, il est venu dans ce cadre-là. Et Pierre Corvol, on se connaît depuis quelques années. On se connaît depuis 1970. On s'est connus dans le service de notre maître professeur, feu le professeur Paul Méliès, qui est, comme je dis ce matin, un ami de la Tunisie et du monde arabe. Et son service était la Mecque de l'hypertension artérielle. Et comme je l'ai dit ce matin, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, où il y avait deux pôles de recherche, il y avait le pôle hémodynamique avec Michel Safar et son groupe, et le pôle endocrinologie de l'hypertension artérielle avec Joël Ménard et Pierre Corvol. Alors, Pierre Corvol, bon, je sais qu'il n'aime pas qu'on dise trop de choses sur lui, parce qu'il fait partie des personnes qui, comme dit l'adage, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Il lui fait du bien sans vouloir qu'il fasse beaucoup de bruit. Alors, Pierre Corvol a une formation médicale et scientifique très poussée, ce qui lui a permis d'être un brillant médecin et un éminent chercheur. Alors, Pierre a passé presque 2 ans à l'étranger. Boston, Melbourne, Bethesda, et ainsi de suite. Et on a essayé de le draguer. On lui a fait des offres alléchantes pour qu'il reste de l'autre côté, aux Amériques, comme on dit. Il a refusé. Retour au bercail, Paris, la France, pour lui, sont des choses très, très importantes. Retour à Paris en 1970, il s'est attaqué avec son ami Joël Ménard, notre ami Joël Ménard, au système rénine-angiotensine, et il était pionnier dans ce domaine. Ils ont créé un laboratoire. M. Méliès était derrière eux, il les poussait au maximum. Tous les efforts, et il était puissant, Pierre, hein, aucun problème, arrivait à avoir tout ce qu'il faut pour que ses élèves puissent avancer. Donc ils sont attaqués au système rénine-angiotensine et ils ont commencé par étudier la rénine, essayer de purifier la rénine du porc. Ils sont arrivés. Puis vient, circonstance extraordinaire, la mise chez des patients qui ont une hypertension artérielle sévère avec hypokaliémie, les tumeurs à rénine. Et, comme je l'ai dit ce matin, une des malades que je suivais avec Michel Safar, qui avait une hypertension, tu te souviens toi du nom, moi je n'ai pas la mémoire des noms, qui avait une hypertension artérielle sévère avec une hypokaliémie. On a cherché de partout et les tumeurs à rénine, en ce moment-là, peut-être qu'il y avait 5 ou 6 qui étaient publiés. On a parlé à Pierre et il a dit peut-être c'est une tumeur à rénine. Donc on fait l'artériographie et c'en est une. Et lorsqu'avec quelques cas de tumeur à rénine, il a permis de purifier la rénine. Et après, il a fait le clonage de la rénine, ce qui lui a permis d'avoir un prix assez important dont je parlerai tout à l'heure. Alors, l'incidence pratique des travaux de Pierre Corvol sont immenses sur le plan traitement de l'hypertension artérielle. Et tous les médicaments qui sont actuellement utilisés par le monde,
qui luttent pour traiter l'hypertension artérielle. Ce sont des médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'ARA2, et maintenant les antirénines. Alors Pierre Corval, au cours de sa carrière, il a travaillé énormément, il a été récompensé. 15 prix et récompenses. 15. 5 nationales, dont la dernière en 2006, le Grand Prix de l'INSERM. 10 prix internationaux, dont le dernier en 2004, celui de la Société internationale de néphrologie. Et la cerise sur le gâteau, celui qu'on considère le plus prestigieux, celui de la CIBA Foundation en 1985. Pierre Corval, maintenant, a changé un petit peu de son orientation sur le système rénine-angiotensine et hypertension artérielle. Maintenant, leurs travaux sont ciblés sur le rôle du système rénine-angiotensine dans l'hématopoïèse et dans l'angiogenèse, et dont les perspectives thérapeutiques vont être énormes, que ce soit en domaine cardiovasculaire et également dans le traitement des cancers. Pierre Corval, qui travaille d'arrache-pied, n'a pas oublié sa famille. Il s'occupe de sa famille comme il faut, et sa femme que j'ai l'honneur de connaître depuis des années, et ses enfants. Et aucun problème, il est à côté d'eux. Mais également, il arrive à trouver un temps pour quelques loisirs. 2, il a un point commun avec Sarkozy, celui de la bicyclette. Et également, il aime beaucoup le cinéma. Alors Pierre, je pense que ce que tu as fait pour la médecine, pour la science d'une façon générale, pour lequel tu as mérité d'être à l'Académie française des sciences, à l'European Academy of Science, à l'American Academy of Art and Science. Tu as eu la Légion d'honneur, le Grand Mérite national, et ainsi de suite. Tout ça, tu l'as fait pour l'humanité. Et comme je l'ai dit ce matin, parce que c'est une parole que j'aime beaucoup, pour rester sur une dernière parole, disons, locale, c'est pour citer un verset du Coran. Lettre. Alors, je ne l'oublie pas, parce qu'il ne faut pas que je... Déjà, c'est traduit, déjà, ça ne donne pas très bien comme si c'est à l'original. Alors, c'est ça. L'homme parfait est celui qui est le plus utile aux autres. Cher Pierre, tu l'es donc, et je te donne la parole pour nous parler évolution de la notion du risque en médecine, l'exemple du risque cardiovasculaire. Pierre, à toi. On a quand même, il faut donc Didier pour nous parler un petit peu l'accueil de l'Institut. Tout à fait. Bonjour, je suis Didier Agnoer, je suis attaché de coopération à l'Institut français de coopération. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir et je profite de cette tribune pour vous parler un petit peu du cycle du Collège de France. Ce cycle a vécu un premier grand épisode l'année dernière et il continue cette année. Ce cycle s'articule à chaque fois sur la venue de 2 conférenciers qui donnent dans un premier temps à l'Académie des sciences de Carthage une conférence, alors on dit experte, moi je dirais plutôt experte vu le niveau des conférences, et puis une conférence plus grand public, mais qui est quand même une conférence très experte, comme on a pu le voir hier soir avec le professeur John Child. Ce cycle de conférences a été mis en place justement grâce à l'idée et au concours du professeur John Child, et il a déjà remporté l'année dernière un grand succès. Donc je vais vous donner le programme de cette année. Il a commencé hier par une conférence sur l'Antiquité, sur le modèle de l'homme artificiel et de la femme artificielle à Rome et en Grèce et à Rome. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'hypertension artérielle et de notions de risque. Et puis, dans le courant de l'année, nous recevrons le professeur Pierre-Louis Lyons, toujours du Collège de France, qui est professeur titulaire de la chaire d'équations aux dérivées partielles et les applications. Il nous parlera des analyses des modèles et simulation, et puis de la simulation numérique en médecine. En mars, vous accueillerez le professeur Jean-Pierre Changeux, qui est spécialisé dans la communication cellulaire. En avril, le professeur Nicole Ledouarin, qui est chargé d'embryologie cellulaire et moléculaire, et probablement, les dates sont à définir, le professeur Françoise Héritier, qui nous parlera d'anthropologie symbolique du corps, de chimère, artifice et imagination. Alors, je dois
tout particulièrement remercier la Bibliothèque nationale qui nous accueille toujours pour les deuxièmes conférences, les deuxièmes participations des conférenciers, toujours très très bien accueillis dans ce lieu qui est un lieu qui se prête parfaitement à ce type d'exercice, à la fois chaleureux, solennel, techniquement parfait. Et puis, je tiens aussi à remercier, bien entendu, le professeur John Shedd qui est venu nous parler hier et qui est à l'instigation de ces programmes, et bien sûr le professeur Corvol. Et puis, vous avez entendu le professeur Eddy Benmaïs, je tiens aussi à le remercier. Il a accepté la lourde tâche de présenter notre conférencier et de jouer les modérateurs ce soir. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole au professeur Corvol. Merci, Pierre. Je pense que tout à l'heure, il y a un ami qui est rentré dans la salle, un professeur de l'enseignement supérieur. Il m'a dit, j'espère que c'est pas trop médical, parce que nous sommes ici dans une bibliothèque nationale. Je pense que ça n'a pas été. Et je peux citer un médecin tunisien de Kérouan, Ibn al-Jazzar, qui a dit ne peut exceller dans le noble art que celui qui peut le mettre à la portée de tout le monde. Tu as excellé. La parole est à la salle. Alors, je demande aux intervenants de se présenter. Je suis Habiba Boromdan, je suis responsable d'un laboratoire de recherche sur l'épidémiologie et la prévention des maladies cardiovasculaires en Tunisie. Bon, je n'oserais pas dire la même chose que c'est Ben Maïs, mais vraiment c'était extraordinaire d'écouter des choses très difficiles présentées de manière aussi agréable concernant le risque en médecine. J'ai une remarque et quelques questions. La première remarque concerne votre première plaque. C'était assez optimiste en disant qu'il y a une baisse générale de la mortalité par maladie cardiovasculaire. C'est probablement vrai en Amérique du Nord et en Europe. Et vous avez de beaux exemples, par exemple la North Karelia en Finlande qui a vu réduire sa mortalité en l'espace d'une vingtaine d'années de manière extraordinaire. Mais dans les pays du Sud, dans les pays du Maghreb, y compris les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient, et aussi dans le Sud-Est asiatique, les pays sont entrés de plein pied dans une transition épidémiologique et il y a une augmentation, pas seulement en proportion, mais en fréquence et en mortalité par maladie cardiovasculaire et cancer. Donc le deuxième groupe de JBD, c'est-à-dire les maladies non transmissibles, et en premier lieu les maladies cardiovasculaires. Donc en Tunisie et dans tous les pays du Maghreb, il y a une augmentation importante des maladies cardiovasculaires. On a fait une étude dans les hôpitaux de Tunisie. On a vu en l'espace de 20 ans la réduction importante des cardiopathies rhumatismales et l'augmentation des maladies coronariennes. Ça, c'est ma remarque. J'ai quelques questions concernant le risque. Tout d'abord, la perception du risque. De plus en plus, on parle de la notion de santé subjective. Et il y a un moyen, des outils pour calculer le type SF30, des trucs assez sophistiqués pour estimer ou pour calculer la perception ou étudier la perception de la santé subjective. Et on a démontré qu'elle prédit, c'est-à-dire quand on se sent maintenant en mauvaise santé, on se perçoit qu'on est en mauvaise santé, sans données spécifiques, la mortalité plus importante, notamment mortalité par maladie cardiovasculaire chez les gens qui disent qu'ils sentent qu'ils ne sont pas en bonne santé. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque concernant cette surmortalité masculine. On a toujours parlé de les maladies cardiovasculaires, c'est la maladie de l'homme sédentaire, hyperactif, mais on remarque qu'il y a une augmentation de plus en plus importante de la mortalité et surtout de la létalité cardiovasculaire chez les femmes, y compris dans les pays du Maghreb, y compris en Tunisie. Peut-être la fréquence des incidents coronariens
est plus élevée chez les hommes, pardon, mais la létalité est plus élevée chez les femmes et c'est une réalité qu'on a découvert ces dernières années. Et même en dehors de la létalité, la morbidité est en train d'augmenter parce que les facteurs de risque sont en train d'augmenter chez les femmes, notamment l'obésité abdominale, le diabète, l'hypertension artérielle. Et pratiquement dans tous les pays en transition, on remarque que les femmes, surtout les femmes des milieux socio-économiquement défavorisés, voient leurs facteurs de risque augmenter de manière dramatically, comme on dit en anglais. Et donc, je pense qu'il va y avoir les femmes sont en train de rattraper les hommes en matière de mortalité et morbidité cardiovasculaire, surtout en létalité cardiovasculaire. Un autre facteur de risque, vous ne l'avez pas abordé, mais je suis sûre que vous le savez, c'est les facteurs psychosociaux. Facteurs psychosociaux et la pauvreté, l'isolement, le manque de réseaux sociaux sont des risques, augmentent le risque de mortalité et sont plus fréquents chez les femmes. Dans les pays où il y a eu des études épidémiologiques, on a démontré que c'est plus fréquent chez les femmes, ce qui augmente la mortalité et la létalité. Dernière remarque concernant cette fameuse courbe de Gauss. Je crois qu'on l'applique pour chaque facteur de risque à part, mais je pense que depuis quelque temps, et vous l'avez dit dans votre conclusion, c'est considérer le risque global. Et comment glisser cette courbe de Gauss vers la gauche concernant tous les risques, c'est-à-dire le risque global. Et c'est pas par le traitement. Bon, vous l'avez pas dit, je sais, mais vous avez parlé de changement de seuil, mais surtout, comment faire glisser cette courbe de Gauss vers la gauche. Il faut traiter la racine. Il faut commencer par la racine, c'est agir sur le mode de vie. Or, dans les pays comme le nôtre, il y a un énorme progrès en matière de prise en charge, soins intensifs, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et je crois que ce n'est pas encore très perçu, ni par les politiques, ni par les citoyens eux-mêmes, qu'on ne peut pas réduire la mortalité. On ne peut pas cardiovasculaire et la mortalité par cancer si on n'agit pas sur le mode de vie, tout d'abord, et sur l'environnement ensuite. Voilà, je vous remercie. Simplement, vos commentaires sont absolument excellents. Vous avez tout à fait raison. Je crois que pour parler d'épidémiologie applicable à un pays, voire même à une région ou à une ville, il faut avoir les données que vous avez et que pour être franc, je ne connais pas dans la mesure où je ne suis pas épidémiologiste, mais simplement un thérapeute. Et donc, ce que vous dites là est extrêmement important à prendre en considération sur le plan des inégalités socio-économiques ou socio-professionnelles. Je dis souvent que l'inégalité socio-économique est bien supérieure à l'inégalité génétique. Je trouve que c'est quelque chose qui est terrible et qui est combattable. L'inégalité génétique ne l'est pas. Et c'est facile de se cacher derrière la génétique quelquefois, qui est ronflante, alors qu'en fin de compte, l'inégalité socio-professionnelle est terrible. Et là, j'étais attiré dans mon service d'hypertension artérielle en 1968. Il y avait quelques agitations et deux de mes externes me disent, ils m'appelaient encore monsieur, après ça a changé, donc ils m'ont dit... vous nous dites toujours que ce sont les cadres, etc., qui font les infarctus, mais nous, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Et ceci a été le départ d'une étude qu'on a faite avec Joël Ménard, Gilles Châtelier, Patrice de Goulet, une étude réellement importante pour moi. C'est une des premières, je crois, en France, où correctement, on a étudié justement l'épidémiologie cardiovasculaire en fonction de ce critère-là, qui était connu déjà depuis longtemps par Marmot et collaborateurs en Angleterre, et ce qui est vrai en Angleterre est particulièrement vrai aussi en France. Et il y a un très beau livre de l'INSERM dans lequel on voit en couleur, en quelque sorte, l'inégalité géographique du pays, avec le nord et l'ouest où manifestement on meurt plus. D'ailleurs, quand je dis on meurt plus vite à Lille qu'ailleurs, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais ce n'est pas le climat, c'est beaucoup plus les conditions de vie des gens. Benamidas Fax. Monsieur Corvol, j'ai un aveu, un commentaire et une question. L'aveu, un samedi soir à cette heure-là, après une journée d'un congrès juste à côté, j'ai assisté à votre conférence, mais à aucun instant j'ai senti que je perds le fil et c'est rare d'arriver à ce niveau d'attention. Le commentaire, vous avez évoqué l'étude de Framingham de A jusqu'à Z avec tout ce qu'elle a apporté.
Et en plus de l'étude de Framingham, il y a d'autres qui ont contribué à la participation diététique telle que le DASH ou le régime méditerranéen. Et la question, en tant qu'un pays tiers-mondiste établi et avéré, on est victime de deux choses. On est victime d'une occidentalisation perverse de notre alimentation, c'est malheureux. Et on est... vous dites? On a partout. On est victime d'une occidentalisation perverse de notre alimentation. Et j'ai perdu le fil, mais je vais la rattraper. Et d'une agression publicitaire sans cesse agressive. Quels sont vos commentaires et vos réponses? Non, mais vous avez 1000 fois raison. Vous avez la chance d'être un pays où on pourrait avoir un régime tunisien comme il y a le fameux régime crétois. L'olive, le vin et beaucoup d'autres choses. Des choses plus subtiles que simplement d'ailleurs le régime à proprement parler. Et ce sont des valeurs à mettre de nouveau sur la place publique. Je ne sais pas naturellement les stratégies qui peuvent être ou qui pourraient être utilisées. Je ne connais pas non plus, je dois le dire, le matraquage que vous pouvez avoir avec les fast-foods, etc., qui dévient à chaque fois, qui disent oui, on va faire en sorte que, et en fin de compte, quand on regarde, ils augmentent les portions, enfin bref, peu importe, ils ont tous les subterfuges pour pouvoir continuer à vendre ce qu'ils vendent. Et voilà, donc c'est vrai que aussi, vous avez tout à fait raison, et votre intervention aussi précédente fait que nous avons tendance à occidentaliser, c'est absolument vrai, et Framingham, encore une fois, n'est pas l'étude Monica, par exemple, qui a été faite en France. L'étude Monica, c'est 3 grandes cités en France, parmi d'autres cités dans le monde entier, pour regarder justement l'incidence des maladies coronariennes mortelles. Monica a fait Lille, Strasbourg et Toulouse. Quand on voit ce qui se passe, en fait, on est obligé d'adapter en quelque sorte les résultats de Framingham, c'est pour ça qu'il y a l'équation de Laurier, aux résultats français. Ce que je peux souhaiter dans un pays comme le vôtre, c'est qu'une épidémiologie forte, un intérêt fort à partir du secondaire, réellement. C'est pas facile de faire passer ces notions, c'est vrai. Je pense que c'est impossible de faire comprendre ce que c'est que la notion du temps à 5 ans, à 10 ans, à quelqu'un qui a à chercher sa nourriture pour le lendemain. C'est évident. Donc, il faut aussi régler un certain nombre de questions de fond comme celle-ci pour pouvoir aborder finalement le risque cardiovasculaire. C'est aussi très difficile pour un jeune qui a 15 ans de lui expliquer qu'à 45 ans, il risque de mourir d'un cancer du poumon ou d'un infarctus du myocarde. Et notamment les femmes, à l'heure actuelle, notamment les jeunes filles, si elles ont aussi une mortalité cardiovasculaire qui s'accroît, c'est à cause du tabagisme. Donc tout ça est très difficile. Nécessite, à mon avis, la coopération. C'est pour ça que je suis content que vous disiez que cette conférence a une répercussion et que vous soyez nombreux, parce que faisons passer le message ensemble. Faisal Jaria de Sfax. Je voulais juste, alors qu'on parlait du risque cardiovasculaire, soulever peut-être une petite confusion concernant facteurs et marqueurs de risque, surtout lorsqu'on parle du risque cardiovasculaire. Qu'en pensez-vous, par exemple, par rapport à quelques facteurs ou marqueurs dont on fait parfois la confusion, comme la microalbuminurie? Une deuxième question par rapport à l'industrialisation un peu de notre alimentation. Pensez-vous qu'au lieu de prendre 2 verres de vin par jour, un peu de fruits et légumes, ainsi de suite, qu'on aura, au lieu de la polypile, entre guillemets, un polymédicament où il y aura un peu de polyphénol, un peu de vitamine B, un peu de vitamine C, ainsi de suite? Qu'en pensez-vous de ça? Bon, pour une polypile, je dirais écologique, diététique, je ne sais pas, ce serait effectivement amusant. Il faut voir que Linus Pauling, qui était 2 fois prix Nobel sur la vitamine C, avait prédit qu'en donnant de la vitamine C à tout le monde, il éradiquerait les grippes, les infections, etc. Il s'est complètement, malheureusement, trompé. Donc, je serais prudent. Alors, concernant facteurs et marqueurs, vous avez tout à fait raison. Je dirais un mot simplement que maintenant, on sait qu'effectivement, on peut distinguer, quand on a un facteur de risque, quand on a un risque cardiovasculaire, par exemple, bien identifié, on peut distinguer un facteur qui va être, je dirais, pour simplifier les choses, causales, comme l'élévation de la pression artérielle, non pas simplement parce que l'élévation de la pression artérielle va faire sauter la barrière vasculaire, mais parce que ça va entraîner un certain nombre de modifications beaucoup plus complexes de la paroi des vaisseaux, d'un marqueur qui va accompagner en quelque sorte, de façon corrélative,
un événement cardiovasculaire, et comme par exemple à l'heure actuelle la C-réactive protéine, la CRP, qui est très à la mode, qui a été lancée par nos collègues bostoniens avec brevet à l'appui pour pouvoir faire en quelque sorte que le cardiologue se sente coupable de ne pas faire une CRP. Alors que, c'est moyennement démontré, et que 2, ce n'est qu'un marqueur. Bien entendu, il cherche à tout prix à savoir si oui ou non, d'avoir trop de CRP en soi-même va entraîner un risque accru par lui-même de maladie cardiovasculaire. Je crois que c'est très important cette histoire de marqueurs, parce qu'on risque d'être envahi, et vous le savez comme moi, de marqueurs que les uns les autres vont découvrir grâce aux techniques, au passage d'analyse du génome, d'analyse des protéines dans le sang circulant, et qu'on risque de se trouver avec une inflation de marqueurs qui coûterait à ce moment-là un prix fou pour un bénéfice qui est tout à fait à démontrer et qui pour l'instant n'est pas démontré. Donc, moi, je crois qu'il faut s'en tenir aux facteurs bien identifiés tels qu'on les a décrits à l'instant. C'est une très bonne remarque. Shri Farmar, j'appartiens à la famille médicale, mais pas en tant que praticien, mais plutôt de l'autre côté de la barrière, avec les patients. Donc, permettez-moi de vous remercier, Monsieur Cabral. Cette conférence est magistrale. Et le risque cardiovasculaire existe, on ne peut pas l'occulter, mais le cœur véhicule la vie. Et l'adage populaire qui reprend un esprit sain dans un corps sain. Et je pense, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, que la pratique régulière de l'exercice physique permet quand même d'atténuer cette maladie-là. Avec cela, un régime alimentaire approprié. Bon, ça ne plaît pas au laboratoire, bien entendu, ce que je raconte, ce que je dis là, mais toujours est-il que c'est certain que les résultats seraient quand même assez probants. Et donc cette activité physique permettrait également d'avoir, au niveau de la réflexion et au niveau de l'environnement, d'être beaucoup plus raisonnable et sage. Parce que nous subissons une agression permanente, comme l'a si bien dit au niveau publicitaire, et que le terroir, les produits du terroir, ne seraient que plutôt bénéfiques et ne pas verser dans la culture de la consommation qui, en fin de compte, nous avons des répercussions négatives sur la santé. Voilà. Et c'est surtout, c'est la nutrition. Et merci, voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Oh, juste un mot pour dire peut-être que pour le sport, effectivement, il y a eu beaucoup d'études, et on ne peut pas rentrer dans le détail, qui ont montré l'effet bénéfique d'une activité physique sportive continue. Le problème, c'est de continuer d'une part, et d'autre part, on l'a montré sur le niveau de pression artérielle, sur le niveau de cholestérol, du LDL cholestérol, la glycémie, du poids, etc. Mais c'est quand même une certaine exigence. Mais enfin, le sport en pratique continue, ça s'accompagne aussi d'une alimentation adéquate. Et croyez-moi, pour faire pas mal de vélo, j'ai un très grand plaisir de le faire avec des amis. Bon, Amal El Gayed, à la Faculté des sciences de Tunis. Je vais revenir quand même sur l'aspect génétique, puisque il y a quand même un certain nombre de facteurs de risque qui sont eux-mêmes, disons, associés à des facteurs génétiques. Donc hypertension, diabète, obésité, etc. Et donc l'idée est que je ne crois pas que certaines entreprises ou certaines compagnies d'assurance aient fait l'économie de faire le typage génétique pour essayer de faire des prédictions en termes de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est un point que j'ai suivi très attentivement, notamment au moment où nous, ce matin, on discutait de ces polymorphismes génétiques qui étaient quand même très intéressants. Et donc j'ai suivi de façon très importante, enfin très nette, très serrée, je veux dire, l'attitude des compagnies pharmaceutiques, dont je pensais qu'elle allait rebondir sur justement le génotypage pour un certain nombre de facteurs de risque, car évidemment, le risque cardiovasculaire est en partie génétiquement déterminé. C'est même d'ailleurs démontré dans Framingham. On ne parle pas du gène en question, mais les antécédents cardiovasculaires familiaux
ajoute un poids lourd au risque individuel de développer une maladie. Et il y a eu 2 moratoires renouvelés de 5 ans. On doit être à la fin du 2e moratoire d'utilisation des marqueurs génétiques, cette fois-ci, pour le risque cardiovasculaire. Et pour le risque en manière générale, parce qu'en matière de cancer, là, les choses vont peut-être se précipiter encore plus vite, à vrai dire, que dans les maladies cardiovasculaires. Donc en France, encore une fois, en France, il y a eu 2 moratoires. Pour l'instant, les compagnies d'assurance sont en retrait. Mais vous savez, en France, les choses changent, notamment en matière de tests génétiques, et je crois qu'il est bon que la communauté médicale soit alertée. Votre réflexion est tout à fait bienvenue. Juste une deuxième remarque. Madame Borondane est là, peut-être elle va confirmer ce que je vais dire. La Tunisie, victime de ces agressions publicitaires et surtout diététiques, est le siège d'un fléau d'une obésité juvénile, dont les conséquences vont se manifester dans les quelques années à venir et dont la prise en charge est la plus lourde à ce que je connaisse. Que faut-il faire pour confronter ce fléau? On peut avoir d'autres précisions de la part de Mme Borondane. Je crois qu'il faut vous donner parce que je sais que dans tous les pays du monde, y compris en Afrique subsaharienne, il y a aussi une augmentation de l'obésité infantile. On parle de chiffres beaucoup plus bas, mais les pentes d'accroissement des fréquences, des incidences d'obésité est pratiquement parallèle aux pays occidentaux. Mais s'il vous plaît, dites-nous ce qu'il en est de la Tunisie. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie passe par une transition épidémiologique, mais en fait, il n'y a pas une transition homogène. Il y a une transition avec 2 épicentres, si j'ose dire. Le district de Tunis, c'est-à-dire Tunis et le Grand Tunis, il y a 4 gouvernorats dans le Grand Tunis, et le centre-est, et à moins de degrés le sud-est. Le centre-est, c'est Sousse Mehdi, pour ceux qui... Donc l'obésité infantile a énormément augmenté dans ces régions. Et surtout chez les adolescents et plus chez les filles que chez les garçons. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si j'avais j'ai quelques cartes de la Tunisie, si je montrais ces cartes, il y a une différence nette entre l'Est et l'Ouest, et on dirait qu'on est dans 2 pays. Par exemple, le diabète, on est à des taux de 13%, ce qui est beaucoup plus élevé qu'en France, 13% dans le district le Grand Tunis, le centre-est, et à moins de degrés le sud-est. Je dirais peut-être pourquoi le sud-est. Et on est à 5% dans le nord-ouest et le centre-ouest. Donc il y a une grande variation. Il y a plusieurs Tunisies, mais la tendance générale dans le milieu urbain, c'est une augmentation de l'obésité infantile et de l'obésité de l'adolescent. Bien. Oui. Gharbi Neji. Je voudrais poser une petite question qui n'a rien de médical. Moi, je suis chimiste, vraiment. Mais vous avez commencé, je vous remercie d'ailleurs pour votre conférence qui est pour moi très importante. C'est la probabilité et les statistiques. En fait, il y a les 2 modèles. Donc, en fait, il y a un problème de modélisation. Et est-ce que ce modèle, parce que pour moi, c'est pas la deuxième courbe, c'est pas une courbe de Gauss, parce qu'il y a un petit épaulement, et on dirait que c'est la limite de la première. Donc, est-ce que le modèle statistique est fiable pour pouvoir tirer les conclusions et les facteurs? Parce que, en fait, une courbe, vous avez un certain nombre de valeurs expérimentales et vous laissez par un modèle théorique. Donc, il y a des facteurs qui sont importants, leur poids est important, et il y a des corrélations entre les facteurs. Donc, est-ce que le modèle il n'y a pas de problème pour le modèle? C'est-à-dire le modèle est... Alors là, vous m'épinglez comme on épingle un papillon sur du liège, parce que les courbes que je vous ai montrées sont des courbes, je dirais, hyper simplifiées. Elles ont été lissées par votre serviteur à partir d'un modèle dans sa tête, si je puis dire. Et donc, j'ai voulu faire simple et donc schématiser. Alors, je crois qu'il faut donner la parole aux épidémiologistes parce qu'il y a effectivement des modèles
complexes à partir des distributions de pression artérielle, de glycémie, etc. Mais là, sincèrement, je suis hors de mon cadre strict. Donc voilà, c'est ce que je peux dire moi en tout cas. Donc en aucun cas, les courbes que vous avez vues sont tirées à partir de données factuelles, n'est-ce pas? Ce sont des modèles pour faire comprendre. En fin de compte, elles ont l'avantage, mais en même temps la limite que je viens de dire. Bien. Oui, docteur. Docteur Jbila, je suis chirurgien. J'ai voulu intervenir pour vous remercier pour cette très brillante conférence. Et deuxièmement, nous sommes à l'ère de la mise en place de la CNAM. Vous avez cité la CNAM. Je ne sais pas si vous avez parlé de la CNAM française ou tunisienne. En français, je suis assez voilà, en France. moi je vous parle de la CNAM tunisienne. Parce que la CNAM tunisienne, nous sommes en négociation très, très avancée et très dure surtout. Et dans la liste de prise en charge des maladies chroniques de la CNAM, on nous a mis hypertension artérielle sévère. Et ceci, bien sûr, nous a choqué énormément. Et nous sommes en train actuellement de batailler, parce que c'est une bataille, de faire en sorte quand même qu'on puisse prendre les hypertensions bien avant qu'elles ne soient sévères. Et même après votre conférence, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre, parce que moi j'aimerais bien, peut-être dorénavant je vais changer dans les négociations et pousser un peu même à prendre l'hypertension au stade de risque et non au stade de pathologie. Mais j'aimerais bien vous entendre de nous donner deux ou trois éléments de calcul de risque très très simples qu'on pourrait peut-être suggérer à la CNAM afin qu'on puisse traiter les malades bien avant que l'hypertension ne soit sévère et compliquée, et surtout avec beaucoup moins de coûts, puisque plus l'hypertension est sévère et plus elle va quand même nécessiter des médicaments, des complications et ainsi de suite. Et donc, on va être sur le plan économique quelque chose de très très lourd, surtout que ce qu'on nous avance à chaque fois comme critère, c'est celui de l'équilibre financier de la caisse. Et je pense que traiter une hypertension artérielle sévère va à l'encontre de l'équilibre de la caisse. Donc, donnez-nous un petit peu une petite solution pour les négociations. Vous êtes au cœur du débat, hein, c'est clair, vous avez absolument raison. Et c'est vrai que, comme je l'ai effleuré, je dirais, ceci nécessite un vrai travail d'experts d'épidémiologie, d'experts de thérapeutique aussi, qui connaissent bien les médicaments, les avantages des uns des autres, d'experts d'économie, pour pouvoir faire des calculs qui sont effectivement des calculs authentiques et adaptés en plus aux pays considérés. Et j'ai cité rapidement l'exemple de l'Angleterre, où on peut, en Angleterre, à facteur de risque équivalent, il y a un surcroît de risque, notamment en Écosse. Et donc c'est l'Écosse, au passage, qui est intéressante à suivre dans ces mesures. En plus, les Anglais sont plutôt près de leurs sous, hein. Et donc ils ont fait ces calculs, mais qui sont des calculs compliqués sur lesquels il faut passer du temps. Et on ne peut pas dire que l'hypertension sévère, l'hypercholestérolémie au-dessus de temps, etc., ça va être pris en charge ou pas. Je pense que c'est plus compliqué que cela. Voilà. Et donc, je crois que vous avez 1000 fois raison, l'hypertension sévère, c'est pas le problème. Le vrai problème est de revoir tout. Enfin, il faut reprendre tout le raisonnement avec des gens qui peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir le CD où toute la conférence est enregistrée, je veux dire le PDF, et donc il est à votre disposition au passage, si ça peut vous rendre service. Je crois que c'est essentiel d'avoir ce raisonnement avec vos interlocuteurs. Après, ils peuvent prendre une décision politique, mais au moins, il faut qu'ils connaissent les données. Et ça, c'est incontournable. Je pense qu'on ne peut pas négocier là-dessus, si je puis dire. Je ressortirai peut-être pas vivant aussi après. Bien, je pense que là, on est arrivé à la fin. Je voulais faire quelques remarques concernant l'intervention de Madame Ramdan. Effectivement, en Europe, les maladies cardiovasculaires sont en train de baisser. Nous, ils sont en train d'augmenter. Il y a une analogie à faire. Nous, on en a discuté avec vous, une étude sur les néphropathies glomérulaires. Sur 30 ans, plus que 4000 biopsies rénales, en prenant type histologique par type histologique.
qu'est-ce qu'on a vu? C'est que, je me résume, c'est qu'il y a un décalage par rapport à la France de 20 ans. De 20 ans. Un décalage sur le plan lésions de néphropathie glomérulaire typique. Il y a une néphropathie qu'on appelle la membranoproliférative qui a disparu presque en France et que nous, on l'a vu avec Mme Ben Moussa, disparaître tout doucement. De l'autre côté, on a vu d'autres néphropathies qui apparaissent et d'une façon parallèle à l'augmentation du PIB. Clair et net. Donc, il y a des maladies qui disparaissent avec l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires, mais il y a d'autres maladies qui apparaissent. Et les maladies dégénératives en font partie. Donc voilà en ce qui concerne cette. Deuxième chose, concernant la réaction des uns et des autres dans le cadre de la prévention cardiovasculaire. Le problème, si on veut agir, il faut agir dès la naissance. Si on veut agir. C'est déjà le problème de l'allaitement maternel, que nous l'avons négligé, et que de plus en plus, c'est l'allaitement artificiel. Donc l'enfant est habitué au goût du sucré et du salé. 1. 2. Habituer nos enfants à faire une activité physique. Nos enfants, en Tunisie, surtout dans les couches aisées, nous, lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on était jeune, on faisait 6 km à pied et pieds nus. Maintenant, on va à l'école, maman amène l'enfant à l'école, elle le dépose, l'école est là, elle le dépose de l'autre côté de la rue. Donc, un enfant tunisien, actuellement, surtout dans les couches aisées, ne se fait qu'un seul geste, c'est ce geste-là. Ce geste-là a deux significations chez nous en Tunisie. Ce geste, on l'utilise lorsqu'on est en train de faire sa prière, mais l'enfant, actuellement, ne sait jouer que sur un clavier. Et l'alimentation, sous le matraquage de la publicité, chips, Coca-Cola. Donc, il est installé devant son clavier et ça bouffe. Donc, on gonfle et le nombre des obèses qu'on voit chez les enfants devient catastrophique. Donc, si on veut agir, c'est à ce niveau. On commence très très tôt. D'autre part, là, ce matin, tu as parlé quand même d'une mesure que vous avez faite en France, c'est la réduction du sel dans l'alimentation globale, au niveau du pain et au niveau des charcuteries, ainsi de suite, chose que nous, malheureusement, nous ne faisons pas. Troisième élément au niveau de la nourriture, nous sommes envahis par les fast-foods. Malheureusement, et ces fast-foods, comme ça a été bien établi, en particulier dans la région parisienne, et là, on passe à l'autre couche de la population, qui mange le fast-food, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Et en particulier le problème de l'obésité, de l'hypertension et du diabète dans la région parisienne. Les études ont été faites par M. Passat, comme tu le sais, qui a démontré essentiellement que ce sont les couches défavorisées qui sont hypertendues, qui deviennent diabétiques. Voilà, donc si on veut agir, c'est à ce niveau-là. Donc voilà, donc je remercie tout le monde, donc Pierre Corvol en premier, je recommence la Bibliothèque nationale, l'Institut français de coopération, les présents avec vos questions très pertinentes, et j'espère qu'on aura le plaisir de revoir les autres conférenciers qui vont venir, peut-être pas disons en médecine, mais on aura, j'espère, que de la médecine. C'est ça, Didier? Ok. Et bonsoir à tout le monde et merci d'être présent.